Bonjour. Dans cette présentation, j'aimerais vous parler du développement du droit international économique sous une perspective historique. Dans une première partie, j'aimerais vous parler de la période avant la colonisation pour voir ce qui est encore d'une certaine importance pour les structures, voir la réalité que nous avons aujourd'hui dans le monde et qui a une certaine influence sur la négociation de nouvelles règles de droit international économique, voire les règles existantes. Comme toujours, dans l'ouvrage Droit international économique, dans sa deuxième édition, ça correspond à peu près au deuxième chapitre dans lequel vous trouvez essentiellement les institutions qui existent aujourd'hui et qui sont issues de ce développement. Par contre, dans l'ouvrage en anglais, qui généralement est plus complet, vous ne trouvez pas de chapitre qui traite seulement de l'histoire des institutions de droit international économique. Alors on pourrait commencer dans l'Antiquité, mais je vais me limiter à certains développements qui sont d'un certain intérêt aujourd'hui. Au moins en Europe, et l'Europe sera particulièrement importante pour une longue période, bien sûr, du développement du droit international général et aussi du droit international économique. En Europe, il y a une période à la fin du Moyen Âge qui commence à devenir intéressant du point de vue du droit. Pourquoi? Nous avons une coopération qui va au-delà des frontières, c'est-à-dire qui est transnationale. Les acteurs sont essentiellement des villes, voire des territoires, donc ce qui correspond aujourd'hui aux États. Et il s'agit d'une certaine coopération et harmonisation de certaines règles pour permettre le commerce entre ces entités et pour le garantir et le stabiliser. Et nous allons voir, ce sont exactement beaucoup des fonctions que le droit international économique aujourd'hui devrait avoir ou qu'on recherche. Et l'institution au sein de laquelle tout cela a lieu est une institution de ville autour de la mer du Nord et de la mer Baltique, qui en français normalement est appelée la Ligue hanséatique, dominée tout de même par la langue allemande et donc dans laquelle le nom est la Hanse. Et comme j'ai déjà dit, c'est une association, donc une espèce d'organisation internationale, même si ce concept en tant que tel n'existe pas encore à l'époque, qui joue tout de même un rôle important entre le XIIe et le XVIIe siècle. Bien que l'importance la plus marquée est certainement au XIIIe, XIVe, XVe siècle, avec la colonisation et l'importance des nouveaux marchés et du commerce transatlantique et avec l'Asie, l'importance de ce commerce plutôt régional et sera beaucoup réduit. Comme je l'ai déjà dit, ce sont des villes, ce sont des territoires, souvent très petits, car dans cette région, il n'y a pas vraiment de grands États ou un pouvoir central qui pourrait régler facilement le droit économique applicable à un grand marché. Et donc c'est en coopérant qu'on élargit le marché, on crée un marché dans lequel on peut se spécialiser et vendre des produits. La raison d'être de cette ligue hanséatique, ou qu'est-ce qui facilite son développement, c'est la navigation qui est plus simple et qui est faisable, notamment en mer Baltique, qui est une mer plutôt petite et protégée, et aussi en mer du Nord. Vous voyez ici, donc un grand nombre de ces villes et territoires se trouvent dans ce qui aujourd'hui est l'Allemagne, mais il y a des contacts avec Londres
où ces associations vont vendre leurs produits et achètent et importent des biens avec Bergen, qu'on appelle toujours une ville hanséatique en Norvège, tout au nord. Et puis vers l'est, vous voyez des contacts jusqu'à Novgorod, c'est la ville tout à l'est, avec laquelle on ouvre un marché pour les importations et les exportations de l'est, de ce qui aujourd'hui serait la Russie. Et le commerce a lieu par bateau, essentiellement sur la mer du Nord. Et donc on a un réseau et une structure fixée pendant un certain temps et réunie et organisée selon certaines règles et avec une certaine manière de régler les différends aussi. Donc, beaucoup de traits que nous allons revoir dans les négociations de droit social économique actuelles. Alors, on pourrait bien sûr mentionner d'autres domaines, comme la route de la soie. Ça, c'est le commerce vers l'Asie, notamment vers la Chine, qui est déjà assez développé. Hein. Certains d'entre vous connaissent peut-être l'ouvrage de Marco Polo, dont on sait jusqu'à nos jours pas à 100% s'il est fictif ou pas. Mais de toute manière, ça décrit une réalité. Il y a un commerce qui existe, notamment en certains produits qui sont très chers, où ça vaut la peine de les transporter de loin. Mais les problèmes techniques, le manque d'accessibilité de ces marchés limite évidemment le commerce. Et ici, ce n'est pas vraiment un droit qui se développe, c'est tout de même trop loin. Il y a du droit local quant à l'achat des produits et quant à la vente du produit. Mais il n'y a pas vraiment des règles communes pour assurer l'accès à ces marchés. Ça viendra un peu plus tard. Là, nous voyons encore une fois la particularité de la Ligue hanséatique, qui connaît déjà des règles, des garanties sur place, par exemple la non-discrimination, la garantie de pouvoir stocker ses biens, la garantie de pouvoir les vendre au même prix et aux mêmes conditions que les autres, la garantie que le marché sera accessible, donc on a le droit de vendre sur le marché. Tout cela existe dans la Ligue hanséatique, donc des règles communes. On peut donc parler de droit international, tandis que ici, dans le commerce avec l'Asie, ça reste du droit national et c'est le risque. Voilà une représentation d'une des routes de la route de la soie. Donc vous voyez, c'est très loin, c'est très dangereux. Il faut essentiellement traverser les montagnes, le désert. Et donc c'est difficile de développer des règles communes, tandis que pour la Ligue hanséatique, on peut dire qu'il y a déjà cette garantie de l'accès au marché, la négociation du marché à l'accès, de la non-discrimination, les garanties une fois que les produits se trouvent dans une ville où des étrangers veulent vendre leurs biens. Tout de même, la route de la soie garde une certaine importance, parce que ça permet bien sûr, d'un point de vue historique et économique, l'accès à certains marchés et non seulement l'importation de certains biens comme la soie, mais aussi la technologie, l'idée de produire de la porcelaine, certaines autres technologies qui sont présentes dans différentes sociétés et qui transitent avec les biens le long de la route de la soie. Déjà avant ce que nous appelons normalement la colonisation, c'est surtout le commerce des épices qui est développé. Dans un premier temps, ce commerce est organisé de manière très fragmentée. Ce sont différents marchands dans différentes régions qui transmettent, par exemple, les épices ou d'autres matières premières d'un marchand à l'autre. Chacun a la responsabilité et le risque pour son bout. Et tout de même, ça permet bien sûr à certaines villes de devenir des marchés importants pour la région. Et dans ces villes
d'où vous avez le développement d'un droit du commerce, un droit commercial local, qui va influencer bien sûr les idées du droit applicable au commerce transnational, au commerce international, au commerce global tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, quelles sont ces villes? Dans un premier temps, on peut parler d'Alexandrie ou d'autres villes dans les pays, dans ce qu'aujourd'hui on appelle souvent les pays arabes. En Europe, Venise profite d'une situation parce que les biens arrivent de l'Est par la mer et la République de Venise domine à un certain moment donc certaines de ces régions. Et ceci montre un peu l'idée de l'époque. On veut dominer des territoires ou les contrôler au moins pour être sûr qu'on ait accès au marché. Donc c'est encore une période où la domination et l'incorporation du territoire reste importante. C'est pas toujours possible même à l'époque, donc il y a une certaine coopération et donc il y a des traités d'amitié, de paix parfois, entre ces souverains des régions pour aussi permettre le commerce, parfois l'établissement d'un commerçant dans une autre ville, donc certaines garanties de nouveau. Mais cela a aussi engendré bien sûr la concurrence entre les souverains. Donc les richesses de Venise et sa domination du commerce de la Méditerranée motivent entre autres les rois du Portugal et de l'Espagne, après l'unification de l'Espagne, après la conquête des territoires arabes au sud de la péninsule espagnole, à participer à ce commerce, à eux-mêmes créer des empires, à eux-mêmes dominer des routes, voire de navigation, voire des territoires, et ainsi promouvoir le commerce pour leur propre terre. Et on peut donc dire que ça pousse ces souverains, notamment l'Espagne et le Portugal dans un premier temps, un peu plus tard d'autres, à promouvoir la navigation. Là, on apprend beaucoup de la République de Venise, qui elle-même apprend beaucoup, bien sûr, d'autres populations, comme dans l'Empire byzantin, comme les pays arabes. Et donc, c'est à la fois les développements et les avancées dans la technologie, incluant la navigation, qui permet le transport et qui permet à ces souverains maintenant d'aller chercher plus loin des marchés pour leurs biens, éventuellement des richesses à apporter, des ressources primaires dont on aurait besoin. Ceci mène à une période qu'on appelle normalement du colonialisme, qui est souvent décrite dont le début est souvent localisé avec les découvertes de l'Amérique et des voies maritimes vers l'Asie, Vasco da Gama, Colón, ce qui est très symbolique, mais on comprend un développement avec les développements technologiques. Il devient possible de ne plus devoir respecter l'espèce de monopole que la Venise et plus tard les Arabes ont sur la Méditerranée. Et donc on cherche accès à des marchés, notamment à l'Asie, bien que c'est par la suite l'Amérique qui sera au centre, au moins du colonialisme de certains pays. Et bien sûr, il faut dire, colonialisme, ça veut dire aussi que c'est pas vraiment des découvertes. Il y a évidemment des populations qui sont très vite dominées par la force, l'utilisation d'armes et la force pour dominer ces marchés, pour avoir accès à ces populations, y inclut leur production de matières premières et plus tard aussi la vente de produits. Y inclut, nous allons voir ça dans un instant, la traite d'êtres humains, la traite d'esclaves qui devient, au moins dans certaines régions, particulièrement important et qui nourrit évidemment ce système, quelque chose qu'il ne faut jamais oublier.
Quelle est la structure de ce colonialisme à l'époque? Il s'agit d'un côté de s'emparer des richesses d'un pays par la domination, par l'occupation, par l'annexion, créer des colonies. On veut contrôler le commerce, y inclut la traite négrière dont on a déjà parlé. On veut garantir des débouchés à l'industrie nationale, donc pour aussi exporter ses propres produits. Dans un premier temps, des armes, des produits textiles, jusqu'au 19e siècle. Hein. Même, nous parlons aujourd'hui souvent de la participation indirecte, surtout de la Suisse, à ce commerce. C'est vrai, la Suisse était trop petite, elle n'avait pas d'accès à la mer pour pouvoir directement contrôler des terres étrangères ou créer ses propres colonies. Mais il y a un investissement dans ce commerce. Il y a des commerçants neuchâtelois, zurichois, genevois qui gagnent bien leur vie et qui créent des richesses et la richesse de leur famille jusqu'à nos jours en participation à ce commerce. Donc les investissements dans des plantations, le financement, hein, le secteur bancaire, le financement de ce commerce. On profite aussi du fait que certains souverains ouvrent des marchés étrangers, donc en Chine ou au Japon, où le gouvernement local s'oppose plutôt à la coopération et à la conclusion de traités d'accès au marché. C'est pas la Suisse qui est à l'origine de cette ouverture, mais une fois que ces pays sont obligés par d'autres puissances coloniales à s'ouvrir, la Suisse par exemple et d'autres pays européens et plus tard d'Amérique du Nord en profitent également. On veut donc conquérir aussi un espace de peuplement. Ça devient une débouchée pour la population, notamment pauvre, mais aussi pour des hasardeurs, pour des investisseurs qui cherchent leur vie, leur succès économique dans les colonies. C'est particulièrement important en Amérique du Nord, mais il faut aussi voir que, par exemple, le tsar russe, qui, après la conquête de grandes parties d'Asie, par exemple la Sibérie, on y envoie des populations qui créent des sociétés, qui créent des marchés. Et c'est également vrai pour d'autres régions comme l'Australie ou l'Afrique du Sud, les États bourgs, ce qui mène plus tard évidemment souvent à des problèmes d'un côté entre les populations indigènes et les colons, et parfois aussi ces colonies, les colons qui veulent plus de souveraineté économique aussi pour devenir indépendants éventuellement. Le contrôle des routes commerciales est particulièrement important. Et là, il y a toute une succession des États qui participent. C'est dans un premier temps les Portugais, puis les Espagnols, puis au fur et à mesure aussi les Hollandais, les Français et surtout pendant une longue période les Britanniques, ce qui mène à la création de ces empires qui sont au bénéfice surtout des richesses et des avantages économiques qu'ils ont grâce à ce colonialisme. Alors, si nous parlons de droit, j'ai déjà dit, il y a déjà certains traités pendant cette époque dont on peut parler, qui sont intéressants, qui souvent ne sont pas considérés comme des traités de droit économique, mais qui ont une importance économique. Alors ici, un traité relativement vieux de 1494, le traité de Tordesillas. Ça, c'est un classique en droit international public. Pourquoi? C'est un traité qui est important pour le destin notamment des Amériques et de l'Asie. C'est le traité de partage du monde entre l'Espagne et le Portugal, parce que les deux se divisent les terres qu'ils ont déjà découvertes ou donc qu'ils espèrent découvrir selon un méridien nord-sud localisé à peu près 1770 km à l'ouest des îles du Cap-Vert, qui font partie du Portugal. Ici,
vous voyez comment ça a été conçu à l'époque. Donc l'idée c'était que tout ce qui était à l'ouest soit dominé par les Espagnols et tout ce qui est à l'est par les Portugais. Ce qui a des répercussions jusqu'à nos jours. On a déjà parlé de la côte africaine par exemple, où il y a à cette époque au moins une forte présence par les Portugais. Et puis surtout, bien sûr, la domination de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale et même de l'Amérique du Nord, dans un premier, au moins certaines parties, dans un premier temps au sud, par les Espagnols. Alors vous voyez l'idée, donc un traité, oui, on veut garantir la domination. Chacun a son réserve dominée et réservée, qu'il peut considérer comme ses propres terres, ses colonies, comme il veut. Les concepts sont différents. Donc on voit là-dedans peu de coopération ou d'ouverture à des idées d'échange de biens ou de protection des investisseurs étrangers. Ça viendra un peu plus tard. Alors, j'ai déjà dit quels sont les États qui sont importants et qui vont plus tard profiter de leurs expériences et de leur domination des terres et avoir un intérêt particulier pour le développement d'un droit commun. Dans un premier temps, c'est certainement, comme on l'a déjà dit, le Portugal, hein, suite aux découvertes. C'est surtout aussi dû au savoir-faire souvent par des étrangers, j'ai déjà dit, des navigateurs qui viennent de Gênes ou de Venise, et le Portugal en profite certainement. Dans un deuxième temps, c'est l'Espagne qui a un tout petit peu de retard parce qu'elle doit d'abord s'occuper de sa propre péninsule ibérique. Il doit s'organiser dans sa région, dans sa partie de la Méditerranée. Mais très vite, elle commence, aussi grâce au traité de Tordesillas, à dominer l'Amérique latine, toujours en essayant bien sûr aussi de garder accès à l'Asie, aussi par les voies maritimes occidentales, cet espoir de découvrir tout de même une route vers l'Asie, ce qui fait qu'il y a une longue présence en Amérique latine qui ne prendra fin en grande partie qu'au début du 19e siècle avec les guerres napoléoniennes. À ce moment-là, du point de vue du droit international, il y a tout de même il y a des enjeux économiques, notamment quel est le sort des populations locales. On a déjà dit, normalement il y a la force, voire la ruse, qui aide à convaincre, voire à menacer les populations locales pour avoir accès à la production locale et à leur vendre aussi ses propres biens. Et il se pose la question voilà, du sort de ces biens. Est-ce qu'on peut les obliger, par exemple, par la force à travailler comme des esclaves? Quels sont leurs droits? Et là, ça a une influence sur le développement du droit international, sur les droits des individus, sur les concepts de l'égalité des États et des populations à cette époque. Par exemple, un moine dominicain, Bartolomé de las Casas, est important pour le développement du droit international et pour certaines garanties des personnes, ce qui est plus tard aussi respecté par le roi d'Espagne. En principe, malheureusement, c'est normalement pas respecté. Le contrôle est difficile et les avantages économiques font que souvent ces droits des particuliers ne sont pas suffisamment respectés. Ce que ces pays acceptent aujourd'hui, mais ce qui était une réalité et le non-respect du droit à l'époque était normal.